Petit peu au quiz. Donc moi c'est Audrey. J'apprends toujours le japonais, soyons honnêtes. J'apprends toujours le japonais, mais ça fait 10 ans aujourd'hui que j'apprends le japonais et ça fait bientôt 3 ans que je l'enseigne dans des cours particuliers de japonais en individuel ou en groupe. J'ai commencé au lycée parce que, bon, je dis ça aux élèves peut-être de 3e ou un petit peu moins qui souhaitent s'orienter vers le lycée. Donc il y a 2 lycées sur la région qui proposent des cours de japonais. Il y a le lycée Charles de Gaulle à Caen et le lycée Grignard à Cherbourg. Ce sont les 2 qui proposent des cours de japonais dans leurs enseignements. Donc j'ai commencé là-bas et puis j'ai continué en autodidacte. Et puis aujourd'hui, du coup, il y a une certification en langue japonaise qui s'appelle le JLPT. Je crois qu'il y en a qui connaissent un petit peu, j'ai vu dans la salle. Et aujourd'hui, j'ai le niveau 3 sur 5. Sachant que le 2e, du coup, c'est celui qu'il faut pour aller travailler au Japon, vivre sur le long terme, etc. etc. Voilà. On n'y est pas aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on va découvrir juste les bases du japonais. Et plutôt que de vous faire un cours façon conférence, je vous propose d'essayer de participer à un quiz interactif. Alors, mon ami vous a distribué des petites feuilles. Est-ce que mon ami peut justement me rendre les feuilles ? Non, Baptiste. Merci. Alors, je vous ai donné des feuilles. Si vous remarquez, vous avez un numéro sur chacune des feuilles. Donc ça, ce sera votre numéro de participant. Et puis, si vous avez remarqué, vous avez du coup A, B, C, D de chaque côté du QR code. OK ? Donc, le but du jeu, c'est que, vous voyez, ça va être un QCM. Donc, on a A, B, C, D ici à gauche. Et selon la réponse que vous souhaitez donner, je vais vous demander d'orienter la feuille selon si c'est A, B, C ou D. Et puis moi, avec mon téléphone, je vais venir scanner vos réponses. Donc, vous devrez bien tendre votre truc comme ça. Éventuellement, vu qu'il y a plusieurs rangées, n'hésitez pas à lever plus haut pour ceux qui sont tout au fond. Et puis moi, mon téléphone va scanner tout ça et puis on va avoir les réponses après. Alors, il y a des questions où vous n'allez pas forcément avoir la réponse. C'est pas grave, juste le but, c'est de découvrir ça ensemble et pas juste moi qui vous explique tout comme ça. C'est pas drôle. Est-ce que ça va ? Est-ce que vous avez des questions concernant le quiz ? Ouais. Voilà, c'est ça. Par exemple, si vous voulez répondre A, il faut que la lettre A soit au-dessus de votre QR code et puis vous l'affichez bien comme ça. Si c'est B, voilà, tac, tac, tac. Est-ce que vous avez d'autres questions ? C'est tout bon ? Est-ce que tout le monde a une feuille ? Ouais ? Bon, écoutez, on est parti. Alors, la première question, ça va être la première question de base, c'est combien il y a d'alphabets dans la langue japonaise ? Donc, nous, on en a un. Alors, combien est-ce qu'il y en a dans la langue japonaise ? Alors, si vous avez la réponse, je vous laisse afficher vos feuilles. Hop. Hop, nickel. Attention aux doigts sur la feuille, nickel. Ok, nickel, nickel, nickel. Parfait. Hop là. Donc la bonne réponse était la 3. Hop. Donc on a 16 bonnes réponses, pardon. On a 16 bonnes réponses. Il y a 3 alphabets. Je vais vous les montrer. Ah, c'était là, tu l'as montré là. Ah oui, là, pardon. Ah, il va pas me le montrer. Ah, zut, il va pas me... Ah, si, là. Ah non. Ah, ah oui. Hop là. Voilà. Alors, du coup, on a un premier alphabet qui s'appelle les hiragana. Donc, vous pouvez remarquer que c'est un système syllabique. Donc, nous, on a un symbole pour une lettre. A, B, C, D, E, etc. En japonais, on va résumer en syllabes. Donc, A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, etc., etc. Vous pouvez remarquer aussi que il suffit de rajouter 2 petits points. Ça s'appelle des tenten. Et littéralement, en japonais, tenten, c'est point, point. Rien de plus simple. Et point, point nous permet du coup de changer la sonorité. Donc, par exemple, si je prends... Je vais essayer de le prendre. Ouais. Si je prends ho. Alors d'ailleurs, du coup, le H se prononce à l'anglaise ho. Pour éviter de confondre avec le O ici.
Du coup, si je rajoute point à mon ho, ça devient beau. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle le malu. Et malu en japonais, c'est rond. Donc, on rajoute un rond. Et on va changer notre son en peu. Donc, le ha ici devient pa. Et cet alphabet-là, c'est pour les mots japonais et pour la grammaire. C'est le premier qu'on apprend et il nous sert à beaucoup de choses. Ensuite, on a les katakana. Les katakana, vous voyez, on est encore sur le même système syllabique. Et cet alphabet-là, on l'utilise pour les mots étrangers. Donc, par exemple, vos prénoms, on les écrira dans cet alphabet-là. La gikorama, c'est un mot étranger, donc je vais l'écrire avec cet alphabet-là. Je ne sais plus quelle bannière, je sais plus. Vous avez vu les bannières qu'on a mis sur les murs ? Il y en a beaucoup qui sont en katakana parce qu'on a par exemple vidéo game, donc les jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on avait mis d'autre ? Workshop space. Donc ça, c'est l'espace atelier. Donc en fait, en hiragana, on retranscrit les mots principalement de l'anglais. Alors, il y a des mots français, je pense à crème brûlée pour la crème brûlée. Et généralement, en français, c'est que de la bouffe. Soyons honnêtes, c'est que de la bouffe. Voilà, il y a beaucoup d'anglais, il y a un petit peu d'allemand, etc. Et je vous montre le troisième alphabet qui est en fait le plus relou en japonais. Soyons honnêtes. C'est les kanji. Les kanji, le mot kanji en japonais lui-même veut dire lettre chinoise ou caractère chinois. Parce que tout simplement, c'est issu du chinois. On n'a pas tous les caractères du chinois. On en a sélectionné que quelques-uns par-ci, par-là. Et il y en a quelques milliers à apprendre. Et même moi, je peux vous dire honnêtement, je dois en connaître les 2/3. Les 2/3, honnêtement. Parce que du coup, il y a des caractères qui vont être beaucoup plus utiles que d'autres. Il y a des caractères en japonais que même les Japonais ne connaissent pas parce qu'en fait, ils ne sont plus utilisés. C'est ce qui rend du coup l'apprentissage du japonais c'est ce qui rend l'apprentissage du japonais vraiment complexe. Mais en fait, il suffit vraiment d'en apprendre quelques-uns et en fait, on peut s'en sortir au Japon sans problème. Il n'y a pas besoin de tous les apprendre. Est-ce que vous avez des questions sur les alphabets par hasard ? Non, là, comme ça, non ? On va passer à la question suivante, du coup. Hop. Hop. Pou, 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 pou. C'est parti. Alors, du coup, peut-être que vous avez bien suivi mon tableau et vous avez trouvé la lettre. Je vais vous demander de deviner, du coup, le caractère, là, tout en haut, à quel alphabet il appartient. Est-ce qu'il appartient aux hiragana, au katakana ou au kanji ? On est parti. Ok. Hop là, bien sûr d'avoir tout le monde. Nickel. Et c'était les hiragana. Les hiragana. Donc ça, c'est la lettre A, tout simplement. A. Hop. Alors du coup, cette lettre-là, tout en haut, c'est le seul caractère où en fait, on n'a qu'une consonne. Vous avez vu tout à l'heure sur les tableaux, il n'y avait que des syllabes. Donc généralement, une consonne plus une voyelle. Là, il n'y a qu'une seule consonne. Et je voudrais que vous essayiez de trouver laquelle c'est. Donc on a B, T, D ou N. Je laisse aux indécis le temps de répondre. Nickel. Super. Ben, on a des génies dans la salle. Au final, j'ai tout le temps 16 réponses, c'est génial. Alors du coup, c'est N. C'est N. C'est celle qui nous sert, par exemple, à écrire, je pense, au mot sampo. Sampo, S-A-N-P-O, qui est du coup la promenade. Et sur certains mots,
eh bien ce N va se transformer en M. Je pense par exemple au tempura. Est-ce que vous savez ce que c'est que des tempura? C'est des fritures. Et là, par exemple, le N est du coup devenu M par rapport au P qui suit après. On passe à la question suivante. Alors, comment est-ce qu'on prononce le mot? Et du coup, je ne vais pas le prononcer parce que j'ai souvent tendance à faire des boulettes. Est-ce qu'on le prononce lamen? Est-ce qu'on le prononce ramen? Ou est-ce qu'on prononce ramen? J'ai pas fait espagnol au collège. Ok. Et du coup, c'était la réponse A. C'est la réponse A, lamen. Donc, les sons en la, ra, ri, ru, ré, ro, comme vous avez vu sur le tableau tout à l'heure, se prononcent la, li, le, ré, lo. Ce n'est pas le même L que chez nous en France. Essayez de faire un L là dans votre bouche. Donc, c'est votre langue qui vient toucher le haut du palais. Là, ma langue va être un petit peu plus en arrière. Là, là. Vous êtes trop mignons. Sinon, en termes de différence, je me permets de remontrer le tableau. Hop là. Hop. Là. Donc, j'ai dit tout à l'heure que les H se prononcent en japonais. Si vous remarquez, il y a un intrus dans ha, hi, hu, he, ho. Il y a un fu. Et si vous avez remarqué, je ne prononce pas fu, mais je prononce fu. En fait, c'est un mixte entre le H et le F. En fait, je fais que de siffler. Fu. Et puis, un autre truc. Si, vous voyez, ta. Alors, on a sa, shi, se, se, so, ta, chi, tsu, teto. On fait la distinction entre chi et chi. Chi qui est du coup pas très courant dans notre langue, contrairement à l'anglais où, par exemple, on a chips. Donc, il faut faire attention à celui-là. Et puis, je crois que j'ai fait le tour sur les différences. Un peu là. Pioup. Pioup. Prêt pour la question suivante? Ouais? On est parti. Alors du coup, on reste toujours sur l'amen. Oups. Belle image de l'amen. Je voudrais vous demander si vrai ou faux le mot lamen est un mot qui vient du japonais. Et est-ce que du coup, on l'écrirait en hiragana, à savoir le premier alphabet que je vous ai montré? Ou alors, est-ce qu'il s'écrirait avec un autre alphabet? Nickel. Hop. Et la réponse était faux. En fait, le mot lamen, ça vient du chinois, parce que ce sont des nouilles chinoises à la base. Ça vient du mot lamien. Et du coup, ils ont pris le mot en question et ils l'ont récupéré en japonais, mais du coup, ils ne l'écrivent pas en hiragana, mais en katakana, à savoir le deuxième alphabet que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, c'est vrai que des fois, on peut voir avec des kanji, donc les caractères chinois, mais ce n'est pas ce qui est le plus courant. On l'écrit avec des katakana. Ok, deuxième vrai ou faux. Est-ce que les sumo, on les appelle sumo en japonais? Alors, je ne parle pas de l'art du sumo, mais des athlètes. Hop. Et vous avez presque tout bon. Est-ce que vous savez comment on appelle les sumo en japonais?
Je crois que c'est les sumotori. Et non, c'est pas ce mot-là non plus. On l'utilise plus trop et en fait on appelle ça, on donne ce nom-là aux sumo débutants généralement. Donc c'est pas celui-là. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Non? Alors du coup, les sumo, on les appelle lishi. Lishi en japonais. Donc en fait, on a le kanji du samouraï et celui du corps en fait. Pour vous dire à quel point du coup cet art est super bien vu au Japon quoi. C'est vraiment des samouraïs de cet art-là. On continue? Alors, je crois que c'est le dernier vrai ou faux de ma liste. Le mot saké, en japonais, je vous ai mis le kanji à côté. Est-ce qu'il désigne le saké? Donc nous, on connaît en France l'alcool de riz. Nickel. Et malheureusement, c'était encore faux. C'était encore faux. Le mot saké, en japonais, désigne l'alcool en général, en fait. Donc, si vous voyez ce symbole-là au Japon, c'est que du coup, c'est que l'établissement en question sert de l'alcool. Le saké, l'alcool de riz, comme nous on l'appelle en France, en japonais, on appelle ça nihonshu. Et nihon, c'est japonais, et shu, c'est l'autre lecture en fait du caractère que vous avez entre parenthèses. Donc en fait, le saké, c'est littéralement l'alcool japonais, tout simplement. Alors du coup, maintenant, je vais vous parler d'une tradition. Je vais vous parler d'une tradition au Japon qui a lieu, allez, début décembre. Début décembre, en fait, on a un vote en ligne qui a lieu au Japon pour élire le kanji de l'année. Et le kanji qui a été voté, en fait, chaque année, il est tracé par un moine d'un certain temple au Japon. Et il passe à la télé partout. Je vous ai pris ce kanji-là, donc c'est le kanji de 2021. Pensez au contexte de l'année 2021. Je voudrais que vous essayiez de deviner quel est le sens de ce kanji. Est-ce que c'est l'argent, l'amour, la guerre ou l'or? Pensez au contexte. Il y a eu un événement spécial au Japon en 2021. Et c'était l'or. C'était l'or parce que les Jeux Olympiques. Et comme le Japon a gagné pas mal de médailles d'or puisque ça se passait à domicile, et bien du coup le kanji qui a été élu c'était l'or. Et juste pour la petite anecdote, du coup 2022, à votre avis la réponse elle est dans les 3 autres questions. À votre avis en 2022 c'était quoi comme kanji? La guerre, ouais. C'est pour ça que c'était pas trop marrant de le mettre, je pense. Ok, on continue. Je vous embête plus trop avec les kanji après. Est-ce que vous savez du coup qu'au Japon, on a un calendrier différent du nôtre? Donc en fait, c'est découpé en ères. Et en fait, chaque ère est délimitée en fait par le règne d'un empereur. Donc par exemple, là vous avez le premier ministre, ancien premier ministre. Ah, j'ai un doute. Vous avez Premier ministre, du coup, c'est celui qui annonce du coup les nouvelles ères. Et là, vous avez l'ère qui est en cours et qui a commencé du coup en 2019. Parce que du coup, l'ancien empereur a quitté son trône et l'a laissé à son fils. Maintenant, j'aimerais que vous essayiez de deviner quel serait le sens du coup de l'ère actuelle, qui s'appelle du coup l'Ewa. Vous avez donc l'accomplissement de la paix, la grande justice, la belle harmonie ou le gouvernement éclairé. Je vous laisse deviner. Super.
Eh bien, vous avez eu la bonne réponse, en majorité. La belle harmonie. Parce que du coup, c'est peut-être la première fois où tout se passe bien au final au Japon. Pourquoi je dis ça? Parce que du coup, je vais vous parler des autres propositions qui sont en fait la signification d'ancienne ère. Donc si je prends par exemple l'accomplissement de la paix, ça c'était l'ère Heisei qui du coup court de 1986 à 2018. Et en fait, c'est parce que c'est la première ère où on n'a pas de guerre, en fait. Ensuite, on a Grande Justice. Donc ça, c'est l'ère Taisho. C'est dans cette ère que se passe le manga Demon Slayer. Donc là, on est 1912-1924. Et enfin, gouvernement éclairé, c'est la signification de l'ère Meiji, qui court de 1868 à 1912. Pourquoi gouvernement éclairé? Parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est la fin du système féodal au Japon. Donc en fait, l'empereur perd une partie de ses pouvoirs et en fait, pour la première fois, il y a un gouvernement au Japon. Et du coup, on l'a mis là. Et c'est aussi cette période-là en fait, que le Japon se rouvre au reste du monde. Parce que juste avant, le Japon s'est enfermé pendant 200 ans. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Vous écoutez bien, c'est mignon. On passe à la suivante alors. Alors, je vous ai mis une phrase en japonais. Watashi wa Anne desu. Je suis Anne. Je voudrais que vous essayiez de me trouver où se trouve le verbe dans cette phrase. Est-ce que c'est watashi? Est-ce que c'est wa? Est-ce que c'est Anne? Ou est-ce que c'est desu? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Il faut se lancer. Attention au petit doigt au fond. Nickel, merci. Attention aux doigts, je vois pas les doigts. Magnifique, merci. Et vous avez bon, la bonne réponse, c'était des. Les verbes en japonais se trouvent à la fin de la phrase. Peu importe le verbe. Alors après, on peut avoir des verbes en milieu de phrase quand on fait des successions. Donc par exemple, Kyo wa gohan o tabete kohi o nomimashita. Aujourd'hui, j'ai mangé du riz et j'ai bu du café. Donc il y avait tabete qui est mon verbe, mais il est encore à la fin de ma première phrase. Et puis j'ai nomimashita qui est boire et il est à la fin de ma dernière phrase et c'est lui qui donne le passé en fait. Alors petite anecdote sur les verbes aussi. Nous en français, on décline nos verbes en fonction du sujet. Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. En japonais, c'est tabemas, 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 tabemas. Il n'y a qu'une seule terminaison pour les temps, pour chaque temps en fait. Il n'y a pas de question de singulier, pluriel. En fait, il n'y a même pas de pluriel en japonais en fait. Il n'y a pas de pluriel. Et puis, alors ça du coup, je vous parle pour la version polie. Si je parle en version neutre, celle qu'on entend le plus dans les mangas et les animés, en fait, le verbe, on le laisse à l'infinitif. C'est comme si on disait manger, 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 manger. Tabelu, 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 tabelu. Tout simplement. Donc, en termes de conjugaison, le japonais est beaucoup plus simple que le français. Et je pense qu'au final, en français, ce qui rend justement la langue difficile, c'est ces conjugaisons qu'on ne retrouve pas du coup en japonais. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors là, la phrase, c'est « Je suis Anne ». Je suis Anne. Donc en fait, à la place de Anne, vous mettez votre prénom et puis là, vous pouvez dire « Je m'appelle Watashi wa Odore desu ». Je m'appelle Audrey. Tout simplement. Alors, maintenant, un petit peu plus de culture G. Comment dit-on bonjour en japonais le matin? Alors, on a Ohayo, Konnichiwa, Konbanwa.
Hop, nickel. Nickel. Ah, ça se partage entre Ohio et Konnichiwa. Est-ce que quelqu'un sait peut-être la différence pour départager? Alors konnichiwa, c'est le midi, plutôt après-midi, et Ohio, c'est vraiment le matin. Exactement. La bonne réponse est Ohio. Ohio le matin, Konnichiwa l'après-midi et Konbanwa le soir. Comment dit-on désolé en japonais? Arigato, gomen nasai, onegai shimasu, yoroshiku. Alors sachant qu'il y a plusieurs manières du coup de dire désolé, comme je peux pas mettre plusieurs bonnes réponses, j'en ai mis qu'une. Je l'entends dans le public. Eh bien c'est super, c'est super. Vous avez la bonne réponse, gomen nasai. Est-ce que quelqu'un du coup connaît l'autre version pour dire désolé? Sumimasen. Ouais, sumimasen. Sachant que gomen nasai aura plus du coup une connotation de vraiment j'ai fait une boulette, désolé. Et sumimasen, ça va peut-être aussi pour du coup interpeller quelqu'un. Sumimasen. Comme ça. Ok, alors ça je pense que vous en avez déjà entendu parler dans les mangas et les animés. Vous savez que du coup, après un nom en japonais, on rajoute un suffixe. Je voudrais vous demander lequel on utilise pour s'adresser en général à quelqu'un que voilà, on vient de rencontrer, qu'on n'est pas super familier avec. Alors, est-ce que c'est sama? Est-ce que c'est chan? Est-ce que c'est dono? Ou est-ce que c'est san? Ok. Et la bonne réponse était la D, donc la san. Donc san, c'est ce qu'on utilise à la base pour s'adresser à quelqu'un. On ne l'utilise pas pour soi-même. Interdit. Sama, donc vous avez dû beaucoup l'entendre dans les mangas et les animés. Sama, c'est en fait c'est quelqu'un qui est supérieur à nous, mais c'est pas utilisé à toutes les sauces. Je pense en fait dans le domaine par exemple du commerce. Souvent, on va l'utiliser par exemple pour désigner le client. On va dire okak-sama. Okak-sama, c'est le client. Et en fait, okak-sama, comme en japonais, on n'utilise pas de pronom personnel. En fait, en pronom personnel, on n'a que watashi ou boku pour les garçons. On ne va pas utiliser d'autres pronoms personnels. Je pense à anata. Peut-être que vous avez entendu anata dans les mangas et les animés. En fait, anata, c'est péjoratif. C'est soit péjoratif, ou soit c'est le pronom qu'on va utiliser pour sa femme ou son mari. Donc vous n'avez pas trop envie d'appeler n'importe qui Anata du coup après ça. Et du coup, au lieu d'utiliser Anata, en fait, on va utiliser le nom de la personne et puis on va lui mettre San. Donc par exemple, si je m'adresse à Anne, je vais dire Anne-San, etc., etc. Chan, du coup, c'est familier et c'est pour les filles en particulier. Et dono, ce n'est plus pratiqué. C'était pour les maîtres et les seigneurs au moment du coup du système féodal au Japon. En fait, je vous embête avec les kanji encore. Pardon. Tokyo. Tokyo, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire capitale de l'Est? Est-ce que ça veut dire vaste île? Est-ce que ça veut dire voie vers la mer du Nord? Ou est-ce que ça veut dire colline calme?
Ok. Nickel. Ah, la bonne réponse était capitale de l'Est. Alors, on a la capitale de l'Est, donc dans Tokyo, on a le premier kanji, c'est le kanji de l'Est, et le deuxième kanji, c'est celui de capitale. Et ce deuxième kanji, on le retrouve dans Kyoto. Kyoto, qui veut dire littéralement quartier de la capitale, parce que avant, j'ai plus de bêtises, avant l'ère Edo, donc avant Meiji, donc on est plutôt 1700, années 1800, la capitale c'était Kyoto. Et c'est pour ça qu'on l'appelait en fait littéralement capitale. Et c'est à partir de là en fait, on a changé pour Tokyo et on l'a renommé comme ça. Avant Tokyo s'appelait Edo. C'est pour ça que du coup l'ère Edo c'est celle où en fait on a changé de capitale. Vaste île, c'est le nom qu'on donne à Hiroshima. Hiroi, vaste, et Shima, l'île. La voie vers la mer du Nord, c'est Hokkaido, c'est l'île la plus au nord du Japon. Et enfin, colline calme, Shizuoka. Shizuoka, si vous connaissez la ville. Dernière question. À quelle place se trouve le japonais dans le classement des langues les plus difficiles à apprendre au monde ? Est-ce que c'est deuxième, troisième, cinquième ou septième ? C'est absolument pas pour vous dégoûter. Hein. Il y a un doigt sur la petite feuille devant. Nickel. Super. Et vous avez raison, c'est la troisième. À votre avis, en première ? Il y a le mandarin et en deuxième, on a l'arabe. Eh bien, c'est nickel, tu connais le classement parfait. C'est ça, donc en premier, on a le chinois mandarin. Et puis en deuxième, on a l'arabe. En troisième, du coup, on a le japonais. Et puis en cinquième et en 16e place, on va retrouver des langues nordiques telles que l'islandais ou le finnois. Donc le japonais est compliqué par rapport du coup à ses accents. Qu'est-ce que je raconte ? Ses alphabets. Donc on a dit qu'il y en avait 3. Et puis ce qui complexifie en fait l'apprentissage du japonais, c'est que nous en français, on a en quelque sorte 2 registres de langage. On a celui où on vous voit et on a celui où on tutoie. Et en japonais, on a le poli, du coup celui que je fais apprendre pendant mes cours. On a le neutre, donc ça c'est pour la famille, pour les amis qu'on connaît bien. Et puis au-dessus du poli, on a ce qu'on appelle le... Ah, encore, il y en a encore un aussi. Il y a le langage respectueux et le langage très respectueux en dessous. Et en fait, il faut imaginer que la langue est comme dédoublée en japonais, en fait. Par exemple, si je dis « matte kudasai », attendez. Ça, du coup, je l'ai fait en langage poli. « Matte kure », neutre. « Omachi o kudasai », respectueux. Mais c'est exactement la même phrase. C'est juste que j'ai du vocabulaire à apprendre selon le degré de politesse. Généralement, en japonais, si vous partez au Japon, il faut se concentrer sur le poli. Le poli, en fait, c'est celui que vous allez parler avec les Japonais parce qu'ils ne vous connaissent pas. Si vous parlez en neutre, ils vont vous ignorer. Littéralement, ils vont vous passer devant. Je sais, mais t'étais qui, toi ? Donc vraiment, juste le poli. Et en fait, il faut partir du principe qu'il vaut mieux être plus poli que pas poli au Japon. Quitte à paraître avec un balai dans le cul, mais du coup, il vaut mieux être plus poli. C'est la fin de mon quiz. Alors normalement, j'ai les résultats. Ou pas ? Ou pas. Est-ce que ça peut me montrer du coup ? Piou, 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 piou. Piou, 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 piou. Ok. Ça me montre pas. Ça me montre pas ce que c'est. J'aurais dû tester. Ok, autant pour moi.
Est-ce que vous avez des questions après ce test? Est-ce que vous en avez appris en japonais? Ouais, super. Eh bien, merci beaucoup. Si vous avez envie de poser des questions, du coup, je suis au stand tout là-bas, donc le Lingo Sensei. Et puis, je suis ravie de vous avoir appris du japonais. Arigatou gozaimasu.